Amateurs de savoir et de second degré, bonsoir. J'espère que vous allez tous très bien. Moi en tout cas. On se retrouve aujourd'hui pour parler, comme vous l'auriez compris, de l'armée romaine. Blablabla, je vais faire ma gueule générique. Commençons cette vidéo en parlant d'un gars. Et putain, ce gars, sérieusement, putain, mais qu'est-ce qu'il est con! Non, en vrai, Tite-Live, qui était un contemporain d'Auguste, on reviendra sur ce personnage dans la vidéo, croyez-moi, affirme que la Légion a été créée dès la fondation de Rome et qu'un homme s'est transformé en colline. Je vous l'avais dit que Tite-Live était con, hein, je vous l'avais dit. D'après la légende, ce sont deux frères jumeaux, Romulus et Rémus, qui ont fondé Rome. Mais apparemment, il y aurait eu des problèmes et des complications et tout, que ce serait finalement Romulus qui aurait, semblerait-il, qu'il soit apparemment le véritable créateur de Rome. Et heureusement d'ailleurs, car si ça aurait été Rémus, le créateur de Rome, le Rome, ça serait appelé Rème. Rémus, Rome, et je vous jure que c'est pas des conneries. Et donc, du coup, c'est en moins 771 que Romulus devient le premier roi de Rome. Et pour Rome, il va créer une armée. Et quelle est cette armée? Eh bien, tout d'abord, l'armée s'inspire de la phalange grecque. La phalange grecque, qui est une formation en colonne de soldats d'infanterie, est lourdement armée, comme vous pouvez le voir. Les soldats étaient choisis, bien évidemment, par Romulus, parmi les hommes du mont Palatin. L'armée était surtout composée de patriciens, des nobles si vous préférez, mais plus tard l'armée optera également pour des plébéiens, ce sont la classe populaire de Rome si vous préférez également, et ce n'est qu'à partir du 6e roi de Rome, c'est-à-dire Servius Tullius, que l'armée s'organise en classes sociales. Les plus riches étaient dans la cavalerie, les moins riches étaient eux dans l'infanterie lourde, et les pauvres étaient affiliés aux services auxiliaires et étaient généralement envoyés en première ligne. Le nombre d'hommes qui constituaient l'armée était cependant à charge du Sénat. On est alors sur des effectifs allant de 300 cavaliers à 4200 fantassins, ce qui est plutôt pas mal. Le nombre de recrues nécessaires à l'armée est cependant à charge des consuls, et les consuls ce sont l'équivalent des généraux d'aujourd'hui si vous préférez. Ils sont élus par vote et sont sous contrôle du Sénat. Et en parlant de consuls, oh là là, tu le sens bien la transition, oh là là, cette construction parfaitement fluide, oh putain. Du moins, reparlons de Marius. Vous connaissez déjà pas mal le personnage, vidéo en description, et vous savez qu'il pèse déjà dans le game. Eh bien, faisons qu'il pèse encore plus dans le game. Notre Marius, toujours sous contrôle du Sénat, base le recrutement des recrues sur le volontariat. Car oui, avant c'était imposé. Et donc, qu'est-ce qu'a pu bien foutre notre Marius? Eh bien déjà, celui-ci a rendu possible l'engagement volontaire de 17 à 60 ans. Ce qui est énorme. Une rémunération régulière, car oui, à la base les soldats n'étaient pas payés, et ce n'est qu'au IIIe siècle que la solde fut inventée par le dictateur Marius Furius Camillus, que vous pouvez retrouver en haut à droite de votre écran. Il crée la cohorte, une formation de 600 hommes, à savoir qu'une légion est composée, elle, de 10 cohortes, et il intègre dans la légion les soldats non romains. Et c'est là que notre général Giovanni, général romain, donc, s'exclame donc... Eh Glo, moi je dis pas non, hein, mais pas trop non plus, hein, tu vois ce que je veux dire? Non mais écoute frère, ils sont, comment dire, différents, et même, si jamais les barbares sont trop nombreux, imagine qu'ils se retournent contre nous, et bah alors, qu'en dis-tu? Tu nous les vires? Non. Et enfin, la dernière réforme de Marius, et pas des moindres, c'est le pilum. Le pilum, en gros, c'est le pactage de la légion romaine. Plutôt, je disais qu'une légion était composée de 10 cohortes, je le rappelle, ça fait 6000 hommes. Eh bien, l'armée, elle, était composée de 55 légions, soit environ 330 000 hommes. Et 330 000 hommes soldés, croyez-moi, ça coûte cher, bordel. Et là, tu as un général romain, fort d'ambition, en quête de pouvoir, qui va être la cause principale de la chute de la République romaine. Il est le pouvoir, le tout-puissant, la justice, la connaissance. Mais prends tout à tous, tu as raison, c'est Jules César. La suite, vous la connaissez, il se fait buter par son fils Brutus, et c'est son fils Octave qui va le buter et va prendre le pouvoir et devenir le premier empereur romain. D'ailleurs, avant de devenir empereur, Octave était en compétition avec un certain Marc-Antoine. Marc-Antoine, connu pour avoir inventé la technique de la tortue, et donc qui est à l'origine de la phrase la plus populaire de toute l'histoire de l'armée romaine. En formation. Tortue.
Formation tortue! Octave se dit alors que l'armée coûte beaucoup trop cher et décide de réduire les effectifs à 28 légions, soit environ 160 000 hommes. Ce qui est honnête, on va dire. Et ce qui est exceptionnel avec l'armée romaine, ce n'est pas qu'il y ait eu de chefs véritablement hors du commun. Certes, il y a eu des grands noms comme Jules César et notre Marius, bien évidemment, mais rien de bien exceptionnel non plus. Non, ce qui a fait la renommée de l'armée romaine, c'est son organisation. Et justement, oh putain, mais regarde cette organisation, mais punaise, cette transition de travailler, putain, mais regarde-moi ça, oh, ça me titille la rétine. C'est Marius qui utilisera sa fortune personnelle pour pouvoir équiper tous les hommes avec un partage commun. Et c'est donc à partir de là, et grâce à Marius, que l'armée uniformise ses troupes. Et ça, c'est beau, putain. Alors, parmi les équipements fournis par Marius, nous pouvons retrouver un casque, un bouclier, un javelot, une armure en plaque de fer, un glaive, une ceinture, une tunique et des sandales. Car c'est important d'avoir de bonnes sandales. Ok, maintenant on parle d'organisation pure. Vous prenez environ 100 mecs. Et avec ça, vous avez une centurie. Putain, 100 mecs, 100 centuries, 100... Oh putain, et franchement, on est bon. Et son commandement, ça s'appelle un centurion. Oh putain, la vache. Oh 100 mecs, centuries, centurions, ça c'est beau, putain, c'est beau. On peut pas se tromper. Ensuite, pendant les batailles, les centuries évoluent par deux. Et donc, du coup, 2 centuries forment un manipule. Qui commande le manipule? Eh bien, c'est simple. Dans une centurie, vous savez qu'il y a un centurion qui commande les troupes. Vous prenez le centurion le plus fort, qui s'appelle le centurion prior, et ensuite vous prenez le centurion le moins fort des deux, et vous avez le centurion postérieur, qui est, entre guillemets, l'adjoint du centurion prior. Ensuite, vous prenez 3 manipules, et vous avez la cohorte. Ça y est, on y est. La création de Marius, la cohorte, mesdames et messieurs, qui est donc, si vous suivez la logique, commandée par 3 centurions prior et 3 centurions postérieurs. Ensuite, au sein de la cohorte, il y a forcément des manipules qui seront plus faibles que les autres. Et donc, les manipules les plus faibles sont envoyées directement en première ligne et s'appellent les Astarii. Au-dessus des Astarii, vous avez les Principes qui sont envoyés en renfort aux Astarii lorsque celle-ci va mal. Ensuite, vous avez les totems de la cohorte. J'ai nommé les Triarii. Et enfin, vous prenez 10 cohortes et vous avez 6000 mecs, et là vous avez une légion. Bien évidemment, l'armée est équipée également d'engins comme des catapultes, des tours de siège, des béliers, etc., etc., etc. Avec tout ça, vous avez une bonne base sur l'armée romaine pour ce qui est de l'organisation. Je vous laisse aller voir en description pour avoir plus d'informations si vous le souhaitez. N'hésitez pas, car en tout cas, c'est vraiment très 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 intéressant. J'en ai beaucoup appris. Que serait une armée sans guerre? Que serait une armée sans bataille? Sans ennemis à combattre? Justement, parlons-en, quelles sont les 3 plus grandes batailles auxquelles l'armée romaine a participé? Je ne vais pas toutes les lister, hein, sinon je pense que dans 3000 ans on y sera encore. Je vais vous en citer 3, une par étape, politique de Rome, qui sont, je le rappelle, la monarchie, la république et l'empire. Commençons donc avec la bataille des Horaces et des Curias. Un peu de contexte avant tout. Albe est la ville où naquirent Romulus et Rémus, et comme vous le savez, ce sont les fondateurs de Rome. Sauf Rémus, qui est une merde. Rome et Albe sont 2 villes voisines et rivales, et les paysans de chacune des 2 villes s'engueulent à cause de désaccords sur la possession des terres cultivables, et cela, ça a fini par déclencher une guerre. Mais le dictateur d'Albe propose, pour ne pas trop affaiblir les villes qui ont un ennemi commun, les Étrusques, un duel. 10 jours passent et Rome acceptèrent cette idée, et chacun des 2 camps envoyèrent leurs meilleurs soldats. Ils sont donc au nombre de 3, vous avez 3 Orias et 3 Curias, et ils se seraient affrontés pendant le règne de Tullius Hostilius, Proximus, Decimus, Maximus, Cunilingue. Les Horaces étaient les champions de Rome et les Curias étaient les champions du camp adverse, donc du coup d'Albe. Et là vous vous dites, mais putain, mais ça a dû être épique et tout, ça a dû être exceptionnel de voir un combat comme ça, sauf que pas du tout, non. Déjà, vous avez 2 des 3 Romains qui ont été tués, le dernier a été blessé, et les 3 d'en face ont été blessés aussi. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? Eh bien, le dernier Romain a essayé de fuir, les 3 Curias ont essayé de rattraper le Romain. Exceptionnel, hein, les mecs, exceptionnels. Pas de problème, hein, c'est ce qu'ils ont fait. Ils l'ont rattrapé. Sauf qu'ils l'ont rattrapé un par un. Du coup, le Romain les a butés un par un. Exceptionnel. Et le comble de l'histoire en plus, c'est que le dernier Horace, donc celui qui est resté en vie et qui a gagné en gros, qui s'appelait Publius Horatius, a tué sa sœur qui pleurait son époux mort au combat, qui était un des 3 Curias d'en face. Genre en mode, putain, mais ferme ta gueule, grosse pute.
Et mieux, parce que le gars, bien sûr, il a été jugé du meurtre de sa sœur, il a été condamné à mort. Alors que c'est un héros de guerre à la base, hein, le mec, il a sauvé la ville. Hein. Mais il fut acquitté. Comment me diriez-vous? Eh bien... Est-ce qu'il va? On dirait bien. J'invoque l'Assemblée du peuple! Et donc, du coup, vu que le peuple ne voulait pas qu'il soit tué, il a été acquitté. Oh putain de merde. Parlons maintenant de la République romaine, et surtout de sa fin. Jules César vient de se faire tuer par son fils, Brutus. Et de cet assassinat, deux camps se forment. Vous avez d'un côté la République, donc les anti-César si vous préférez, et de l'autre côté, vous avez ceux qui sont contre la République, donc ceux qui sont pour César. Donc, côté républicain, nous avons Brutus et Cassius, et de l'autre côté, nous avons Auguste et Marc-Antoine. Et on les appelle les triumvirs. Et ces deux camps, bien évidemment, vont s'affronter, et de leur affrontement va naître la bataille la plus grande et la plus importante de l'histoire de la Rome antique. Vous imaginez 213 000 Romains qui se foutent sur la gueule, putain. La bataille se déroulera en deux phases, la première qui commence pendant la première semaine du mois d'octobre de l'année 1982 avant Chuck Norris, et le bilan de cette bataille sera lourd. Eh bien oui, effectivement, les challengers sont bien là pour un écoute, aucun doute là-dessus, et les républicains, côté rouge, perdent 8000 hommes, et l'Empire côté bleu, cependant, perd le double d'hommes, une défaite cuisante côté bleu, on peut se le dire. L'important est de ne pas céder, bien évidemment, à la pression, une envie profonde de surpasser, et bien là, dans les mentalités, une volonté de vouloir manifeste, ça c'est sûr, aucun doute cependant pour dire que nous avons bel et bien de bons joueurs en face de nous. Et oui, tout à fait, hein, mon cher Pierre, comme vous l'avez souligné, comment l'Empire va-t-il se défaire de cette situation qui est, ma foi, très délicate, effectivement. Une percée a été faite dans les défenses de l'Empire, les dégâts sont lourds, les dégâts sont présents et se font ressentir. Nous verrons bien comment se déroule l'issue de combat en seconde période. La seconde bataille commence, les soldats d'Octave prennent la décision, tout à fait, d'attaquer et s'emparent des postes de fortification de Brutus. Incroyable performance côté bleu, incroyable prestation ce soir. Ah oui, effectivement, mon cher Roger. Ah, attendez. Ah, on me stipule en régie qu'on en a rien à foutre. La suite, c'est quoi? Eh bien, t'as Auguste qui rentre en conflit avec Marc-Antoine. Il gagne la compète et devient le premier empereur de l'Empire romain. Et il va régner pendant plus de 40 ans. Ouais, carrément. Je pense qu'on peut lui mettre. Et enfin, parlons de l'Empire romain. Nous sommes sur la fin de l'Empire en 410. Rappelons que l'Empire chute en 476 et parlons d'une bataille qui a été marquante pour tous à l'époque. Déjà, la capitale de l'Empire, Rome, bien évidemment, est dans la merde depuis un petit moment. Pourquoi me diriez-vous? Eh bien parce que la garde prétorienne, unité constituée de soldats d'élite, a été dissoute par Flavius Valerius Aurelius Constantinus Ier, qui était l'armée du précédent empereur qu'il y a eu avant lui. Donc plus de garde prétorienne et plus d'armées pour protéger Rome. Enfin, si, il y en a, mais pas sur place. Elles sont dans les villes voisines, car ces dernières, il faut les protéger aussi. Et certes, la ville est protégée par des remparts, mais si vous coupez toutes les voies commerciales d'une ville, cette dernière finira par crier famine. Et ça, forcément, il y a quelqu'un qui va le comprendre. Et ce quelqu'un, c'est Alaric, roi des Germains, qui veut le contrôle de l'Empire romain. Il rentre en 410 dans la ville, et sans grande difficulté, non pas du tout, parce qu'on lui ouvre directement les portes. Rome fut prise de pillage pendant 3 jours par les Germains, et je sais ce que vous allez me dire, ils se foutent tous sur la gueule pour pouvoir piller et tout, comme si l'armée ne savait faire que ça. Pourtant, l'armée sait faire autre chose, elle sait faire... Enfin, elles font... je sais pas, moi, ils font... Nous faisons aussi des lynchages, des pillages et des viols. Ce qu'il faut bien comprendre avec le pillage de Rome, c'est que Rome avait à la base une réputation de ville imprenable. Elle était surnommée la ville éternelle depuis moins 390. Et la ville n'avait jamais été pillée depuis, soit quand même 720 ans. Et pour la population de l'Empire, savoir que Rome a été pillée a été un véritable choc. Pour comparer cet événement avec un événement de notre époque, pour bien comprendre le choc de la population de l'Empire, je vais prendre l'exemple du site Histoire Nicolas, lien en description, qui nous montre... Ah ben je vous laisse, il y a mon avion qui arrive. Bon, j'ai le temps de prendre un autre café en fait. Cependant, Alaric, même avec le pillage de Rome, n'aura jamais le contrôle de l'Empire, mais il aura indirectement détruit la légende. Cette vidéo est maintenant finie, j'espère qu'elle vous aura plu. Je tiens à vous dire un énorme merci à tous car vous avez été plus de 1000 à regarder ma première vidéo. Je vous en remercie et vous êtes quasiment 60 à vous être abonnés. N'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires, je sais qu'il peut y avoir des erreurs, je ne suis pas expert en la matière. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait plaisir, ça récompense le boulot. Et surtout le plus important, à vous abonner. Et surtout n'oubliez pas, on se retrouve pour